Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde partie d'une brève introduction à Azure Kubernetes Service. Après avoir vu dans la première partie le control plan, les worker nodes et les méthodes de déploiement, eh bien on va s'attaquer aux autres parties qui concernent Azure Kubernetes Service. Alors on va commencer cette deuxième partie en parlant un peu de réseau. Et le réseau, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans le réseau, dans du cloud et dans Kubernetes. Globalement, avec de l'AKS, on va être dans Azure avec des ressources qui vont être raccordées à des réseaux virtuels. Pour être plus précis, effectivement, l'ensemble des worker nodes d'un cluster seront connectés à un sous-réseau ou à plusieurs sous-réseaux. On a différentes options désormais qui existent. On va pouvoir avoir dans ces sous-réseaux des private endpoints. Alors là, probablement donc associés avec bien entendu du private link. Et ça va permettre, ces private endpoints, d'assurer la connexion de manière privative entre des pods et par exemple des services de cloud qu'on aurait exposés au travers de private link, je ne sais pas, de l'Azure Storage, une base de données managée ou autre. Les clusters AKS peuvent être également accédés depuis des infrastructures qui sont externes à Azure, donc chez un autre fournisseur de cloud ou sur des infrastructures à demeure, on-premises. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer par de l'express route ou du VPN, et auquel cas, du coup, on aura soit une passerelle express route, soit une passerelle VPN site à site, soit les deux. Côté egress, c'est-à-dire les flux sortants, on peut donc par défaut, un cluster AKS va avoir les flux sortants qui vont passer par le routing normal d'un VNet, donc à savoir donc, du coup, avec une sortie directe vers l'Internet. Si on a envie de contrôler ça au travers, par exemple, d'une adresse IP qu'on veut stabiliser, parce que derrière, on va pouvoir mettre plusieurs clusters et on va être sûr que tout le monde ressorte par la même adresse IP. On va pouvoir instancier et utiliser un composant réseau qui s'appelle l'Azure NAT Gateway, donc qui va permettre simplement de faire de la translation d'adresse et donc de conserver une adresse IP publique et de dire tout le monde va sortir par cette passerelle-là qui va faire la translation d'adresse. Au passage, désormais, quand on crée un cluster, on peut également, dans les options, soit choisir l'option par défaut qui est de dire quand mon cluster sera créé, il va y avoir un load balancer Azure qui va être créé. Et ce load balancer me servira également avec son adresse IP publique comme porte de sortie. Ou alors, on peut dire je veux une NAT gateway. Et dans ce cas-là, c'est une option qu'on va choisir dans les lignes de commande ou dans l'infra as code. On ne l'a pas aujourd'hui dans l'interface graphique et l'assistant qui permet de faire ça. Donc si on fait par la ligne de commande, donc on aura du Managed NAT Gateway dans le sens où la passerelle, l'objet NAT Gateway Azure sera créé dans le resource group où il va y avoir les worker nodes et les autres objets liés au cluster, et quand on supprimera le cluster, ça supprimera également cet équipement réseau. Donc ça, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on veut une passerelle managée qui va vivre le cycle de vie du cluster Kubernetes, ou est-ce qu'on veut venir avec sa propre passerelle et auquel cas on va l'utiliser. Donc le NAT Gateway actuellement est en preview, la vidéo est actuellement enregistrée en février 2022, pardon. Et quand vous allez vouloir créer un cluster avec une passerelle, aujourd'hui ça va passer principalement par la ligne de commande AZ. Et vous voyez qu'ici on a des nouvelles options qui apparaissent, à savoir le outbound type, qui là du coup sera le managed NAT gateway. Et ensuite on va fournir quelques paramètres supplémentaires derrière. Voilà. Donc ça, c'était les flux sortants, les egress. Pareil, quand on va déployer un cluster un Kubernetes, on va devoir choisir à un moment un plugin réseau. Et on a deux options qui s'ouvrent à nous. L'option la plus simple, c'est le KubeNet. Donc c'est un plugin qui va créer en fait un réseau en overlay, un réseau virtualisé par-dessus les VNet, et qui supporte d'ailleurs au passage désormais IPv6. Et puis la deuxième option, donc là, quand on va avoir du KubeNet, on va avoir en fait une gestion intra-cluster Kubernetes des adressages IP. Donc en gros, KubeNet va dans le cluster Kubernetes gérer toute la partie affectation et plage d'adresses IP utilisées par les pods. Et ensuite, il y a une translation d'adresses entre ce réseau virtualisé et les subnets qu'il va y avoir dans Azure avec la fabrique d'Azure. Généralement, on préfère proposer l'Azure CNI, Container Network Interface, qui lui va permettre en fait de se plugger
directement de plugger les pods directement sur le VNet d'Azure et donc d'utiliser en fait le SDN d'Azure pour la distribution, la location des adresses IP. Au passage, on a eu souvent le cas de sous-réseaux, de subnets qui étaient mal dimensionnés en termes de plage d'adresses IP. Ce qui arrivait des fois, c'est qu'on arrivait à épuiser l'ensemble des adresses IP disponibles dans un réseau virtuel ou un subnet associé. Et donc désormais, on a des capacités dans AKS de pouvoir en fait dispatcher les pods et les worker nodes des node pools dans différents subnets. Donc désormais, on peut déjà dissocier l'espace ou le subnet réseau dans lequel seront les workers du subnet réseau qui sera utilisé par les pods. Ça, c'est une première fonctionnalité. La deuxième, c'est de pouvoir effectivement, par node pool, choisir effectivement des subnets particuliers, ce qui du coup rend, on va dire, cette allocation dynamique, elle permet d'éviter de tomber dans le problème où on a mal dimensionné son infrastructure au départ et on se retrouve un petit peu juste. Partie ingress, ça c'est un point important parce qu'on fait des workloads dans Kubernetes pour qu'ils soient ensuite exposés et généralement donc soit sur un intranet, soit sur l'extérieur, donc sur Internet. Donc dans AKS, on a deux add-ons on a plusieurs options entre guillemets pour faire de l'ingress controller. Alors, première option, on pourrait dire, on peut venir avec n'importe quel ingress controller et n'importe quelle solution de reverse proxy qui sera pilotée par le ingress controller. Les solutions pouvant être effectivement instanciées à l'intérieur en intra-cluster sous la forme de pod ou en extra-cluster à l'extérieur sous la forme d'une appliance virtuelle, mais qui aura quand même un ingress controller dans Kubernetes pour faire cette liaison. Dans AKS, on a également d'autres options. On a la première option qui est d'utiliser ce qu'on appelle le HTTP add-on. Donc ça, c'est une option qui est plus utilisée pour du dev test. Et si vous l'activez, en fait, automatiquement, donc ce add-on, il va vous installer un container Nginx qui sera du coup paramétré en reverse proxy. Et il y aura également une zone privative DNS, une sous-zone, mais qui sera utilisable publiquement, qui sera disponible et qui vous permettra du coup d'utiliser des données DNS pour faire vos tests. C'est vraiment pour un usage de test, c'est pas fait pour faire de la production. Déjà parce qu'ici, il n'y a pas de notion de scalabilité en fait du composant de reverse proxy. On est vraiment sur un monopode. Et puis qu'après, on a un nom de domaine DNS qui est très spécifique et qui n'est pas modifiable comme ça. Donc ça, c'est une première option, mais ça facilite la vie à des développeurs qui veulent rapidement tester et exposer un service sans pour autant passer par tout le process officiel. L'autre option qui, elle, par contre, sera utilisable pour de la production, c'est d'utiliser Agik, qui est Application Gateway Ingress Controller, qui est un composant, un pod qui va tourner dans Kubernetes. Et ce pod, en fait, va lire la configuration de Kubernetes qui est donc dans la base de etcd, et il va passer par les API de l'API serveur. Et ensuite, il va regarder les règles de ingress qui ont été créées et il va les translater, on va dire les traduire en règles ARM pour aller derrière piloter un Azure Application Gateway, qui est donc notre solution de proxy ou de passerelle applicative as a service dans Azure. Et donc, du coup, là, on va avoir la solution entre guillemets de reverse proxy sous la forme d'un service qui est externe au cluster. Mais dans le cluster, on aura bien un pod ici qui s'appelle Agik, qui lui, en fait, sera là pour effectivement faire la translation entre les deux. Pour résumer ce que je viens de raconter, le Agik tourne sous la forme effectivement d'un pod dans Kubernetes. Il monitore les changements qu'il peut y avoir dans la configuration Kubernetes en termes de ingress simplement en faisant des appels à l'API serveur. Et dès qu'il voit des changements, il les transforme en ordre ARM qu'il envoie à la fabrique ARM d'Azure qui va du coup aller piloter la configuration d'Application Gateway. Tout ça derrière pour faire quoi? De la terminaison SSL, du end-to-end SSL, faire du Web Application Firewall, du routage d'URL, de l'affinité basée sur les cookies, etc. Et donc cette application gateway, dans son usage avec Kubernetes, et donc Kubernetes en Azure Kubernetes Service, il faudra le sélectionner dans une de ces deux SKU, la standard V2 ou la WAF V2 si on veut les modules de WAF, donc partie sécurité, Web Application Firewall. À savoir, c'est que l'application gateway étant un service managé, Microsoft entre guillemets assure le maintien en condition opérationnelle, la disponibilité, et donc on a également une mécanique de scalabilité avec de l'autoscaling, ce qui fait que
la solution de reverse proxy ne devient pas un point de contention potentiel. Et également, si on a une scalabilité de cette solution-là, elle ne vient pas impacter les performances du cluster parce qu'elle tourne à l'extérieur du cluster. Quand on installe un serveur AKS, on peut également donner des options particulières pour pouvoir passer par un proxy, pour dire toutes les communications qui vont être en HTTP devront passer par un proxy pour garder une traçabilité. Et donc c'est important de pouvoir supporter cette chose-là. N'oublions pas que les worker nodes vont parler à l'API serveur sur de l'HTTP, et donc il est nécessaire de prévoir ça dès l'installation, et c'est désormais le cas aujourd'hui. En termes de résolution de nom, dans un AKS, vous allez avoir dans les namespace système des pods Core DNS. Donc c'est ce qui va assurer la résolution dans le cluster en termes de DNS. Donc il y a une configuration qui est faite par défaut et qui est personnalisable. Que ce soit pour la réécriture, pour paramétrer un forward server, d'autres choses comme ça. Donc là-dessus, tout est documenté. Comme c'est du Kubernetes et que c'est des pods qui tournent en Kubernetes, on va bien entendu passer par des manifestes YAML qui auront la forme simplement de config map dans lequel vous allez mettre l'ensemble des informations. Donc tout est bien documenté là-dedans sur la configuration et la customisation de Core DNS, même si vous avez une configuration qui est faite effectivement par défaut. Si on veut utiliser par exemple de l'Azure DNS et se dire quand je déploie un nouveau container dans mon cluster AKS, j'aimerais automatiquement lui associer un nom de domaine au niveau de ma résolution de ma zone DNS. Là, c'est pas fourni de base dans Azure Kubernetes Service. Mais en fait, on peut l'installer. C'est un composant Kubernetes assez classique. Donc, une solution qui s'appelle External DNS. Et donc, External DNS, effectivement, va permettre de synchroniser, entre guillemets, des nouveaux services ou des nouveaux ingresses avec des fournisseurs DNS pour directement travailler, bien entendu, avec des FQDN et non pas travailler avec des adresses IP, chose qu'on ne fait normalement pas. Et donc, si on prend donc External DNS, eh bien, il va permettre d'aller créer de manière dynamique les enregistrements associés dans des zones DNS. Alors dans les zones DNS, à peu près tous les gros fournisseurs DNS sont supportés par effectivement External DNS, et bien entendu, on a Azure DNS. Alors pour être même plus précis, on a Azure DNS, que ce soit pour les zones publiques ou pour les zones privées. Donc zone publique, effectivement, c'est des zones résolues entre guillemets publiquement sur Internet. Et là, vous avez toute la documentation sur External DNS qui va vous expliquer comment faire ça. Mais on peut également faire sur les zones privées. Je rappelle qu'on peut tout à fait avoir un cluster en mode privatif sur lequel on n'a pas forcément exposé en fait les FQDN, où on a des zones qui sont complètement privatives. Et là encore, c'est prévu et c'est documenté de pouvoir utiliser External DNS pour de l'Azure Private DNS. Que dire de plus en termes de réseau? Eh bien, en termes de réseau, il faut quand même parler des adresses IP publiques. Donc on va avoir des adresses IP publiques qui seront portées par le load balancer. Load balancer qu'on peut utiliser dans 2 SKU, même si généralement aujourd'hui on va avoir tendance à avoir la standard SKU parce qu'on fait des choix de dire je vais utiliser les zones de disponibilité, je veux plus de SLA, plus de performance, et donc naturellement la standard SKU va en général être activée parce qu'elle est nécessaire dès qu'on aura des zones de disponibilité. Le load balancer en standard SKU supporte la notion de zone, ce qui n'est pas le cas du basic SKU. L'adresse IP publique, elle va être portée en fait par le load balancer Kubernetes. Donc quand vous installez un cluster Kubernetes, automatiquement il va vous créer, de base si vous ne précisez rien, il va vous créer un load balancer qui s'appellera Kubernetes, qui du coup sera associé à une adresse IP publique. Et cette adresse IP publique, donc soit elle est générée lors de la création, soit vous pouvez au préalable la créer et ensuite l'associer lors de l'instanciation de votre cluster Kubernetes. En termes de sécurité ou de contrôle des flux en Est-Ouest, dans Kubernetes, on va faire ça avec ce qu'on appelle les Network Policies. Et Network Policies, on a 2 implémentations possibles, donc ça passe par des plugins, et donc il y en a 2 disponibles, il y a 2 possibilités. Soit on utilise les Azure Network Policy, et là pour le coup effectivement on va avoir des options, donc c'est l'implémentation qui est propre à Azure, et donc on a appelé ça Azure Network Policies, c'est ni plus ni moins que des IP tables mais appliqués
sous la forme de fichiers YAML en manifeste, déclarés en tout cas en tant que tel, et appliqué dans Kubernetes. Et puis on a une autre option qui est disponible, qui est d'utiliser les Calico Network Policy, qui est lui une solution open source, fait par Tigera, et qui est assez connu et assez utilisé. Donc si on a des fois des clusters Kubernetes qui sont pas forcément que dans Azure, mais également à l'extérieur, on peut se prendre un dénominateur commun, par exemple, qui est de faire des network policy Calico, qui offre pas mal de fonctionnalités. Et là encore, tout ça est plutôt assez bien documenté sur le site web de Calico. Par contre, attention, quand on choisit un plugin ou un autre, il faut se poser la question du support. Le plugin Network Policy Azure est 100% supporté par nos équipes. Le plugin Calico sera supporté en mode best effort. Et si vous voulez un support entre guillemets de type entreprise, eh bien, il faudra aller voir du côté des offres chez Calico. On peut également passer par le support communautaire de Calico. Côté service mesh, ça reste du cluster Kubernetes classique, donc on peut installer ce qu'on a envie comme solution. Néanmoins, sous la forme d'un add-on, on a mis à disposition Open Service Mesh, qui est donc une implémentation, qui est une solution de service mesh, utilisant Envoy en data plane et respectant les spécifications SMI, donc Service Mesh Interface. Et donc, comme on a un add-on, le bon côté, c'est que c'est relativement simple à installer. Alors c'est simple à installer parce que ça, je ne l'ai pas ici dans la documentation, mais c'est juste un commutateur à rajouter en fait lors de votre installation. On peut le faire effectivement le add-on via l'Azure CLI ou via un template Bicep, ou donc de l'ARM, parce que derrière le Bicep c'est de l'ARM. Effectivement, comme je vous disais, c'est relativement simple à installer dans le sens où il y a juste à mettre Enable Add-on et puis vous rajoutez Enable Service Mesh. Et lors de l'installation de votre cluster, automatiquement, il va vous rajouter l'ensemble des composants qui vont bien. On peut le faire également a posteriori. On peut faire un Azure AKS Update et de rajouter derrière un add-on. Voilà, plutôt Azure AKS, AKS, Enable Add-on et puis après Open Service Mesh. Quel est l'intérêt de l'add-on par rapport à simplement prendre la solution et l'installer soi-même avec un chart Helm, par exemple, ou des manifestes YAML? Le add-on en fait est supporté par les équipes et en plus en fait il maintient à jour la version s'il y a des évolutions de version. Donc le add-on est plutôt assez intéressant à regarder si vous êtes intéressé par cela. On va aller faire un petit tour du côté du stockage, qui est un autre point important, hein. Et sur le stockage, alors même si effectivement Kubernetes a plutôt été conçu à l'origine pour faire tourner des workloads en stateless, hein, le stateless étant fortement encouragé, en tout cas quand on regarde la documentation ou le manifesto des 12 Factor App, qui consiste en gros à donner les règles de bonne pratique à faire des applications cloud natives. Néanmoins, de plus en plus d'applications stateful et de stockage persistant qui arrivent dans Kubernetes, et donc du coup on supporte bien entendu ça dans Azure. Et le stockage persistant, il va se positionner, donc quel type de stockage on va pouvoir faire en persistant? On va pouvoir utiliser comme stockage persistant des disques, disques managés Azure. Donc ça veut dire qu'on va supporter les différents tiers qui sont disponibles pour les VM dans Azure, hein. On va prendre le stockage et réexposer. Donc en gros, du standard SSD, premium SSD. L'ultra-disque est assez récent. Il est arrivé en Generally Available janvier 2022 ou décembre 2021. Mais donc désormais, c'est supporté à 100% dans AKS. Et puis, on utilise, alors historiquement, on utilisait des provisionneurs, et désormais, on a des CSI drivers, donc des conteneurs storage interface, qui est une normalisation un petit peu des interfaces avec le stockage. Et désormais, du coup, avec ces CSI drivers, qui sont dans les dernières implémentations d'AKS, donc les dernières versions de Kubernetes supportées, eh bien, on a la capacité d'aller faire un peu de tweaking là-dessus, ce qui est bien quand la page est disponible. Et du coup, ils ont dû enlever la page, donc il faut que je retrouve le bon lien pour la page. Mais sachez qu'on peut, on peut paramétrer effectivement ces drivers-là. Donc ça, c'est du stockage qui sera ce qu'on appelle en général un stockage dédié entre guillemets à un pod, c'est-à-dire que le pod va s'attacher au stockage et donc c'est un accès unique entre guillemets, un monopode. On peut également avoir de l'accès multiple avec plusieurs pods qui vont accéder en lecture modification ou en lecture seule sur un stockage. Là, du coup, ça s'apparente plus à du filer, effectivement. Donc, on a deux solutions de filer, deux ou trois façons d'accéder à du filer pour le stockage persistant d'AKS.
Donc soit on prend, euh, c'est un peu, soit on va prendre derrière de l'Azure File, et donc là c'est du SMB, SMB v3 si possible. Et là du coup derrière Azure File on va avoir soit les tiers standards, soit les tiers premium. Soit on va pouvoir utiliser de l'Azure File en mode NFS, hein, donc on supporte NFS 4.1, c'est assez récent. Et donc du coup, ça c'est plutôt du premium, donc du coup je vais le raccorder ici. Voilà. Et puis on a également des filers NetApp qui eux vont proposer soit du SMB, soit du NFS, qui sont directement disponibles effectivement dans Azure sous la forme d'un service, qui peuvent aller jusqu'à avec des performances très très élevées, hein. Des prix un peu plus chers que la partie filer purement Azure, mais là encore après ça dépend des besoins qu'on a en termes de performance derrière. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste comme option? Ben, il nous reste les blobs dans Azure. Alors les blobs dans Azure, en fait on peut les utiliser de deux façons. Et là il n'y en a qu'une, mais je vais mettre la deuxième façon. On peut accéder à du stockage stocké sur des blobs, du blob storage, blob, au travers de Blobfuse. Et Blobfuse, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un driver, en fait, hein. C'est un driver qui va en fait monter les blob storage dans le file system de vos containers, tout simplement, donc le file system Linux. Et donc ce sera juste un point de montage, voilà. Donc on va monter un blob container dans du Linux, ce qui est plutôt assez intéressant. Et puis on a une deuxième option que j'ai oubliée ici, mais du coup je vais la compléter, c'est qu'on peut également accéder en fait à de l'Azure Blob au travers d'une interface NFS 3. Et donc là encore, c'est à voir en fonction des usages pour, on va dire, la latence et les performances. Mais c'est une option qu'on sait faire également, qui permet donc du coup d'accéder à ce type de stockage qui est moins cher que le filer, qui est moins cher que les disques managés, mais qui du coup a ses limitations également. Et puis qui dit stockage persistant dit qu'il va falloir penser à sauvegarder tout ça. Alors il existe des solutions aujourd'hui, plusieurs solutions de sauvegarde d'environnement persistant dans du Kubernetes, la plus connue probablement étant Velero de chez Tenzo, hein, qui est open source. On a également Castine de chez Vim, si je ne dis pas de bêtises. Et on a annoncé, alors on l'avait annoncé il y a, en 2021, et puis il n'y avait plus trop une nouvelle, et ça a été réannoncé début février 2022, qu'on allait avoir sous la forme d'un service, en fait, le backup des stockages persistants des clusters Kubernetes. Donc vous voyez que c'est assez récent, ça a été, donc, on s'était réannoncé, parce que on l'avait déjà annoncé il y a peu plus d'un an, et puis il n'y a plus trop une nouvelle. Probablement des choix ont été refaits depuis. Et donc on va avoir une solution qui va s'intégrer, qui sera dans Azure Backup et qui permettra à ce service d'aller sauvegarder effectivement les données persistantes derrière. Donc ça permettra effectivement, comme toute sauvegarde restauration, de se prémunir contre les corruptions ou les suppressions de volumes persistants, et puis également de cloner, de répliquer des volumes persistants vers des environnements de test and dev. Voilà. Donc pour l'instant, à hauteur, en tout cas début février 2022, on est sur une private preview. Il faut remplir un petit formulaire pour avoir éventuellement accès à cette private preview. Donc ça, c'est utile effectivement si vous avez des stateful sets ou des déploiements qui vont utiliser également un peu de stockage persistant. Hop. Continuons cette exploration avec la partie gouvernance. Donc sur la gouvernance, donc en gros définir quelles sont les règles, quelles sont les bonnes pratiques qui doivent être appliquées, les auditer, voire les forcer. Pour le coup, on va utiliser un service qui est commun à l'ensemble des services d'Azure, à savoir Azure Policy. Et donc Azure Policy peut être utilisé pour contrôler en gros et définir des règles à appliquer au niveau des clusters. Alors pour l'instant, ça fonctionne pour les nœuds ou les node pools Linux, d'accord. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? En fait, on n'a pas réinventé la roue avec Azure Policy. Azure Policy va simplement étendre des choses connues aujourd'hui dans le monde Kubernetes, à savoir Gatekeeper, Gatekeeper qui est une passerelle vers OPA. Donc Gatekeeper va fonctionner donc avec des CRD, hein, des Custom Resource Definition, et Gatekeeper en fait va simplement étendre la partie Open Policy Agent, et donc ça va être un admission controller webhook qui sera là. Donc je rappelle hein, que les admission controllers, c'est la troisième couche qui sécurise l'accès à l'API serveur. À savoir, c'est que la première chose
qui se passe quand on veut appeler l'API serveur, c'est qu'on doit s'authentifier. C'est la première barrière, donc on doit prouver qui on est. Ensuite, la deuxième barrière, c'est qu'on doit passer l'autorisation, c'est-à-dire le RBAC, le Role Based and Access Control, qui dit on a le droit de faire telle opération au travers de l'API serveur. Et la troisième couche, en fait, ce sont les admission controllers qui, eux, vont faire des contrôles supplémentaires. Donc typiquement, imaginons que dans Azure Policy, vous définissiez en disant une règle de gouvernance qui dit que tout pod doit être déployé dans le cluster en définissant, en mettant dans le manifeste YAML des requests et des limites en termes de CPU et de mémoire, et bien ça peut être une policy que vous pouvez, une stratégie que vous pouvez en fait forcer ou juste contrôler. Et en fait, ce sera fait au travers effectivement, de l'admission controller qui sera la troisième couche qui va checker cette partie-là. Voilà, tout simplement. Et donc l'Open Policy Agent, c'est donc un projet open source qui est un petit peu plus large simplement Kubernetes. Hein, vous voyez, ça traite de pas mal de choses. Mais effectivement, là encore, on n'a pas réinventé la roue derrière. On l'a juste packagé pour faire en sorte en fait, que ce soit compréhensible et qu'on retrouve effectivement dans l'interface d'Azure Policy en fait, de quoi définir ces quelques règles. Et puis ensuite, elles sont déployées automatiquement derrière. Donc quand on va avoir une règle qui sera définie, on va dire visuellement dans Azure Policy, en fait, techniquement, elle va s'implémenter au travers d'OPA et de Gatekeeper. Ça fonctionne d'ailleurs pour AKS, mais également pour des clusters Kubernetes gérés avec Arc, par exemple. Et donc, vous avez, pour faire cela, pour pouvoir faire de l'Azure Policy, vous avez besoin d'un add-on qui va être installé effectivement dans le cluster. Et donc, on verra des pods spécifiques apparaître qui seront donc liés à ça. Pour activer le add-on, là encore, hein, AZAKS, Enable Add-on, et là on a l'add-on effectivement qui s'appelle ici Azure Policy, ensuite on cible le cluster, et la ressource managée qui est derrière, et ensuite effectivement on peut vérifier que tout cela a été bien installé, et si on a installé cet add-on Azure Policy, on verra également la présence d'un namespace Gatekeeper qui va contenir justement les pods associés à ce Gatekeeper v3, qui va permettre après effectivement d'utiliser en mission controller de l'OPA. De quoi je n'ai pas encore parlé? De la partie automatisation. Alors l'automatisation, il y a plein de choses là-dedans qui sont importantes. Il y a toute la montée de version de son cluster. On est sur un service managé. Le but est de faire simple, ou de simplifier plutôt les choses. Donc les montées de version du control plane vont être entièrement automatisées. Il y aura juste à sélectionner la version qu'on veut, de demander le changement, et ce sera fait tout seul et de manière transparente. Pour les worker nodes, une fois que le control plane a monté de version, on peut faire monter les worker nodes vers une version inférieure ou égale au control plane. On peut également jouer sur les images des worker nodes. Il faut savoir que chaque worker node est basé sur une image qui va contenir des binaires et des correctifs de sécurité et une version de Kubernetes. On peut faire évoluer ces images sans faire monter la version de Kubernetes. Donc l'upgrade est valable pour la version de Kubernetes, mais également pour les binaires sur les worker nodes. Et puis, si on parle des binaires, il faut bien penser également à la partie patch de sécurité. Alors si on a des patchs de sécurité, normalement ils sont installés toutes les 24 heures de manière automatique sur vos worker nodes. Si un kernel est nécessaire, si un reboot est nécessaire parce que par exemple on a un kernel update, à ce moment-là c'est au client d'automatiser entre guillemets le déploiement de tout ça. C'est plutôt assez bien documenté dans la documentation, il faut juste effectivement être au courant que si on a besoin de rebooter, Microsoft ne le fera pas à votre place. Donc on vous encourage à utiliser en fait une solution open source qui s'appelle KureD, Kubernetes Reboot Daemon, qui va en fait simplement aller vérifier la présence donc de manière automatisée dans un répertoire d'un fichier qui vous dit il y a besoin de rebooter, et s'il voit ça, il va orchestrer le redémarrage de manière cadencée et bien dans le bon ordre des différents nœuds et de manière automatisée. Donc là on a un résumé d'ailleurs. Hein. Donc s'il y a un besoin de reboot, il y aura un fichier qui sera créé dans ce répertoire-là. Le curedemon, qui est un pod tournant dans Kubernetes, va vérifier ça. Et puis s'il voit qu'il y a besoin de rebooter pour appliquer des mises à jour, il va commencer à faire le process traditionnel pour des montées de version ou des reboots orchestrés, c'est-à-dire poser en fait un cordon autour d'un nœud, faire un drain pour le vider de des workloads qui tournent dessus, puis une fois qu'il est vide, il redéclenche le reboot. Voilà. Et c'est à peu près la même opération pour la partie update.
Et donc sur les plans de maintenance, on pourrait se dire, bah, sur les upgrades également, je veux être certain que ça va pas se déclencher, pendant une période d'activité et cetera. On peut définir des plans de maintenance et définir en gros les fenêtres de tir sur lesquelles on peut faire ou pas ces updates, donc autorisés ou fermés. Partie automatisation, on est en train, depuis quelques mois, dans AKS de mettre en place des mécanismes de cluster extension. L'idée en fait, c'est de pouvoir facilement rajouter des fonctionnalités dans un cluster et de gérer automatiquement leur montée de version. Donc on va dire que c'est une évolution des add-ons. Et aujourd'hui, dans les cluster extension, alors on en a trois. Il y en a un pour Dapper, un pour Azure Machine Learning Service et un qu'on appelle GitOps, qui est en fait l'installation automatisée, le maintien des dernières versions d'une solution basée sur du flux CD en flux V2 pour être plus précis. Donc, tout ça, ça va permettre d'automatiser, là encore, les déploiements des workloads. Et donc, c'est assez intéressant de voir un petit peu qu'une fois qu'on va avoir installé ce flux V2, eh bien, on va pouvoir passer dans une approche GitOps où le Git deviendra l'endroit où on fera les modifications et ensuite un process automatique s'occupera de les faire appliquer à l'échelle du cluster. Alors, on ne peut pas parler de Kubernetes sans parler de pipeline. Et là encore, au niveau des pipelines, on a essayé de fournir une solution de démarrage, donc de ticket d'entrée au pipeline, au monde des pipelines, au travers de ce qu'on appelle le Deployment Center. Alors, le Deployment Center, il va vous permettre en gros, très simplement, en partant d'un repo de code, de générer par un assistant, en remplissant quelques commandes d'un assistant, de générer automatiquement des pipelines de build et des pipelines de déploiement, de release. Alors il y a quelques prérequis, hein, effectivement il faut avoir du code quelque part dans un pipeline, enfin dans un Git, dans un repo pour être plus précis. Donc les repos supportés sont alors GitHub et Azure DevOps, les deux solutions qui appartiennent à Microsoft. On supporte également Bitbucket et puis globalement vous pouvez venir avec n'importe quel Git. La partie vraiment intégration, elle a vraiment été faite sur les parties GitHub et Azure DevOps. Et j'ai tendance à dire même encore plus sur la partie GitHub, parce que le fait de passer cet assistant en fait de création, dont j'avais peut-être d'ailleurs des images ici, voilà. Donc on a un deployment center et le deployment center va vous demander, en gros, va vous poser quelques questions, il va vous dire quelle est la source, où est la source, donc dans quel repo est l'application, quelle est la branche. Et puis ensuite, il va analyser en fait, s'il y a la présence d'un Dockerfile. Et s'il trouve un Dockerfile, et bien à ce moment-là, effectivement, il va générer derrière deux pipelines, un de build pour en gros builder une image de container basée sur le pipeline, basé pardon, sur le Dockerfile, et puis il va pousser cette image de container dans une Azure Container Registry que vous aurez ciblée. Et ensuite, effectivement, la suite, c'est qu'il va créer un pipeline de release qui dira dès qu'une nouvelle image arrive dans la registry, eh bien, je la déploie sur le cluster. Donc il va également vous créer les manifestes de déploiement. Et donc il va, si on passe l'assistant par du GitHub, on part d'une base avec un code qui est dans du repo, dans un GitHub repo, pardon, et il va vous créer un workflow GitHub avec les GitHub Actions à l'intérieur. Si on part sur l'Azure DevOps, là encore, la source sera un Azure repo, et donc il vous générera un pipeline derrière avec de l'Azure Pipeline. Voilà. Donc ça, c'est un bon ticket d'entrée pour avoir rapidement un déploiement, ou au moins après du coup écrire son propre code en se basant sur ces exemples-là. On a également fait une intégration avec Evangrid. Evangrid va permettre en fait d'envoyer des messages et d'utiliser ces messages comme une source d'informations qu'on peut utiliser pour faire l'automatisation. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose derrière, principalement à ma connaissance, un événement qui est l'arrivée d'une nouvelle version de Kubernetes. On va dire que pour l'instant, c'est assez léger, mais ça permet éventuellement de déclencher derrière des opérations en se disant, OK, une nouvelle version de Kubernetes est arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on automatise complètement la montée de version? Est-ce qu'on crée un nouveau cluster avec cette nouvelle version à côté, etc. Partie sécurité, il faut savoir que l'ensemble des nœuds sont durcis par défaut, d'accord? Je parle des hôtes sur les agents. Tout est documenté d'ailleurs sur l'ensemble des opérations qu'on a pu faire. On reprécise d'ailleurs par rapport au CIS Benchmark, donc le Center of Internet Security, qui font des documents de durcissement, tous les points que nous on a fait sur nos serveurs, donc vous avez tout le détail ici.
Et puis, également en termes de sécurité, on a un CSI Secret Store Driver qui va permettre en fait d'aller chercher, des secrets, des clés, enfin d'aller chercher ou d'utiliser, des secrets, des clés, ou des certificats dans un Azure Key Vault. Donc ça, ce sera la liaison entre le service AKS et un service managé qui est Azure Key Vault. Alors si on est dans le monde américain, on peut avoir des nœuds compliant FIPS. On sait faire également du confidential computing, donc en gros, de l'homomorphisme. Et puis, au niveau, des clusters, on sait désormais avoir des clusters où on n'aura pas de comptes locaux administrateurs, enfin même de comptes locaux tout court, parce qu'en fait, on va mettre l'ensemble de ces comptes directement dans l'Azure Active Directory, hein. Et donc on aura donc un cluster, sur lequel la partie, authentification ne sera plus faite localement avec des comptes locaux au cluster, mais avec l'Azure Active Directory. Sur l'API Server, on a, et dans tout, et sur les kubelets, on a des certificats dans un cluster Kubernetes. On a désormais une mécanique également qui assure la rotation automatique du renouvellement des certificats. Ça, c'est important pour se retrouver des certificats qui sont bloqués. Et puis, dans nos offres de protection contre les menaces, on a Microsoft Defender for Cloud et plus particulièrement Microsoft Defender for Container qui va être là pour poser en fait une solution qui va analyser en gros le comportement des containers instanciés dans du Kubernetes et les actions que ces containers peuvent tenter de faire entre eux ou auprès du host. Et du coup, derrière, on va pouvoir lever des alertes si par hasard, effectivement, il y a des comportements qui sont anormaux, c'est du crypto mining ou des choses comme ça. Toutes ces alertes seront renvoyées dans Microsoft Defender for Cloud et potentiellement pourront être traitées dans un SIEM comme Azure Sentinel. Côté chiffrement des disques, on peut chiffrer les disques de données, les disques des OS, des worker nodes, et on peut également chiffrer directement l'ensemble des choses qui sont stockées sur le host, à savoir donc le host Hyper-V qui va avoir les VM, à savoir les disques temporaires. À chaque fois, en fait, on a toujours la possibilité de dire soit on chiffre avec les clés, le client vient avec ses clés et chiffre avec, soit le client laisse Microsoft gérer, enfin s'occuper de la gestion des clés de chiffrement. Là encore, les deux options sont possibles, c'est de la VM. Qu'est-ce qui nous reste derrière? Partie intégration. L'AKS est forcément relié à des registries derrière. Alors les registries pouvant être effectivement le Docker Hub public. Généralement, on va souvent, enfin dans les registries qui seront la plupart du temps utilisées, ce sera effectivement des registries managées tels que Azure Container Registry. Il y a une vidéo sur le sujet, je vous encourage à voir si le sujet vous intéresse. Donc c'est un service PaaS qui vous permet d'avoir votre propre registry de confiance, votre Docker Trusted Registry au format 2.0. Et puis on a également notre propre registry qui s'appelle la Microsoft Container Registry, qui elle va contenir plein d'images qui seront utilisées notamment pour les composants qu'on va déployer. Donc tout est documenté ici, et donc la MCR, c'est là où Microsoft désormais met l'ensemble de ses images. Donc normalement, on ne met plus nos images sur le Docker Hub public, on les met directement sur cette registry, et donc typiquement, pour qu'un cluster AKS fonctionne bien, il faut lui laisser accéder à cette registry. Le Docker Hub commence à devenir plutôt facultatif, si effectivement on n'a pas de composants spécifiques à aller chercher. Partie dépannage. Il y a plein de choses qui existent pour vous aider à bien faire tourner votre cluster Kubernetes. Ça va aller effectivement des services de diagnostic qui vont en fait, simplement par des mots-clés, vous aider en fait à retrouver s'il y a des problèmes dans votre cluster et vous éditer tout ça, avec une liste et une checklist qui va vraiment vous permettre de trouver où est le problème potentiellement dans votre cluster. On a tout un ensemble de best practices, beaucoup, presque trop, mais il y a des best practices pour à peu près tout. Ça va aller effectivement de la gestion des environnements en multilocataire, des bonnes pratiques en termes de sécurité, bien entendu des bonnes pratiques en termes de gestion du stockage, et puis gestion d'environnement, on va dire, d'entreprise. Et quand on dit environnement d'entreprise, ça veut dire gérer les plans de continuité d'activité et les plans de disaster recovery. On a bien entendu des logs pour ça. Et puis dernière chose, partie identité. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est une ressource Azure, donc on utilise massivement Azure Active Directory. Et pour être plus précis, on l'utilise à plein d'endroits différents. On va l'utiliser avec des identités, donc on va utiliser des identités managées sur le type user, sur le type système, en fonction du cycle de vie qu'on veut avoir. On peut utiliser des comptes de services principaux. Alors aujourd'hui,
On va favoriser les managed identity, donc donner une identité en fait au service AKS, au control plane et également au worker node pour les node pools. Et donc du coup, ça permet comme ça de dire, tel node pool a le droit d'aller chercher des images sur tel registry, par exemple. Le service principal, c'est la version ancienne des managed identity. La différence entre les deux étant que dans la managed identity, la rotation des secrets est faite de manière automatique. On peut désormais affecter des identités également à des pods. Donc il y a 2 instantiations qui sont disponibles. Les 2 sont en preview aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de pouvoir dire, tel pod qui tourne avec tel applicatif a le droit de se connecter, par exemple, à tel service managé dans Azure avec telle identité et donc avec tel droit derrière. Et puis, l'Azure AD va nous servir également pour sécuriser l'API serveur. Donc, typiquement, on va s'authentifier. La première lame de protection de l'API serveur sera donc l'authentification. Donc, on va pouvoir faire une authentification forte avec du multifactor authentication. On va également pouvoir faire du conditional access, donc donner des conditions autorisant ou pas à s'authentifier auprès de l'API serveur. Et puis dernière chose, on sait faire désormais également du RBAC directement depuis Azure. On a des rôles préexistants dans Azure qui donnent des autorisations directement sur les clusters qui sont impactés. Eh bien, je pense qu'on a terminé cette deuxième partie de cette brève introduction à AKS. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.